Si je vous dis rose, parfum, Provence, vous pensez à qui? Fragonard. Oui, Jean-Honoré Fragonard. Son prénom, par contre, peu s'en souviennent. Il naît en 1732 à Grasse, ville des roses, des parfums et d'un destin inattendu. Car rien, absolument rien, ne prédestinait ce fils de gantier à réinventer la peinture française. Et pourtant, très vite, son talent éclate. Une virtuosité telle qu'un critique moderne dira de lui. Chez Fragonard, la virtuosité devient son propre sujet. À Paris, il se forme chez François Boucher, le maître du rococo galant. Soieries, peau nacrée, bergerie sucrée, Fragonard apprend tout. Mais derrière la perfection brillante, une résistance gronde. Quelque chose en lui cherche un souffle différent. Et ce souffle, il se trouve à Rome, en 1760, dans les jardins de la villa d'Este, envahis par la végétation. Son ami Hubert Robert s'extasie devant les ruines antiques? Lui non. Lui regarde les arbres, des chênes immenses, penchés l'un vers l'autre comme des amants. Des troncs marqués par le temps, des feuillages sculptés par le vent. C'est une révélation. Pour Fragonard, la nature n'est plus un décor, elle devient un personnage. 10 ans plus tard, coup de théâtre. Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV, lui commande une série de tableaux pour décorer son pavillon de Louveciennes. Le titre? Les progrès de l'amour. Et là, Fragonard déploie son théâtre. Dans la poursuite, tout commence par un éclat. Un jeune homme surgit, une rose à la main. Fleur banale mais élevée à un symbole, le désir naissant. La jeune fille, surprise, hésite entre peur et attirance. Puis vient la rencontre. La main escalade une échelle vêtue de rouge écarlate pour rejoindre sa bien-aimée. Certains critiques parlent d'une annonciation séculière et sensuelle. Un moment suspendu. Tout peut arriver. Ensuite, l'amant couronné. Le triomphe de l'amour. Elle pose une couronne de fleurs sur la tête de son amant agenouillé. Mais attention, c'est elle qui domine. Dans ce théâtre galant, Fragonard inverse subtilement les rôles. Enfin, les lettres d'amour. Tout est calme, figé. Les amants sont sages, presque figurinés. L'amour a gagné, mais la spontanéité a disparu. Une victoire douce amère. Et dans chacune de ces toiles, plus puissants que les personnages eux-mêmes, les arbres. Des géants qui veillent, qui enveloppent, qui semblent commenter l'histoire. Des témoins silencieux, d'une luxuriance étrange, plus éternelle que les amants qu'ils abritent. Mais le dénouement n'est pas celui qu'on attend. Madame du Barry refuse l'étoile. Trop légère? Trop posée? Ou simplement trop rococo, alors que souffle déjà le vent sévère du néoclassisme? Certains murmurent à la cour que les scènes sont trop suggestives, que l'on pourrait y voir des allusions gênantes. Madame du Barry préfère finalement confier la décoration à Joseph-Marie Vien, peintre néoclassique, plus en phase avec l'esprit nouveau. Résultat, Fragonard garde ses tableaux et, sans le savoir, il vient de peindre un adieu. Le progrès de l'amour sera le dernier grand cycle du rococo. C'est la fin d'une époque. Quelques années plus tard, la révolution balayera le monde de ses amants frivoles. Les arbres, eux, restent, témoins mélancoliques d'un temps disparu. Et l'art de Fragonard, né de cette rencontre avec la nature à Rome, traversera les siècles.